Salut les bons copains, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Bonne Copine. Je suis trop contente d'être avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon enfance et j'ai envie de vous parler de la manière surtout dont j'ai grandi dans une famille polygame et aussi de vous expliquer pourquoi du coup je suis contre la polygamie. Donc j'ai envie de vous parler un peu de tout ça. C'est quoi la polygamie? Eh bien la polygamie, dans le sens avec lequel j'ai grandi en tout cas, mon père est malien, sénégalais et musulman et c'est donc sa religion qui lui permet d'avoir en même temps 4 épouses maximum. Et s'il a envie d'épouser une autre femme, alors normalement il est censé devoir divorcer de l'une des 4 épouses qu'il a déjà. Dans cet épisode, je ne veux pas parler de religion. Je ne veux pas parler aussi des arguments religieux qui permettent à quelqu'un de pouvoir épouser, de pouvoir avoir 4 épouses en même temps. Parce que ça ne m'intéresse pas, parce que je ne m'y connais pas. Mais moi, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est mon enfance. C'est ce que je voyais quand j'étais petite et c'est ce que je comprenais aussi en grandissant. J'ai envie de vous parler de la polygamie d'un point de vue d'enfant, ayant grandi dans cette dynamique-là, mais d'enfant-fille. Parce que moi, je pense que la polygamie, elle est encore plus violente. La polygamie associée à ma culture malienne et sénégalaise, soit, mais est encore plus violente quand on est une enfant-fille. Chapitre 1. Ce que je voyais quand j'étais petite. Moi, je suis née au Congo, à Brazzaville. Et je suis venue en France à l'âge de 5 ans avec ma belle-mère qui est la première femme de mon père et ses enfants qu'elle a eu avec mon père. Les fois où je repartais au Congo-Brazzaville, c'était par exemple pendant les vacances d'été de juin à août. Quand on partait au Congo-Brazzaville, on allait donc dans la maison de la famille et la maison de la famille, c'était un immeuble. Donc supposons que l'immeuble ait 8 étages. À chacun des étages, il vivait une femme avec ses enfants. Et mon père, à ce moment-là, il avait 4 femmes. Enfin, il avait le maximum, quoi. Donc, il y a une femme et ses enfants au premier étage, la deuxième femme et ses enfants au deuxième étage, etc., etc. Et au rez-de-chaussée, il y avait un espèce de grand salon où on pouvait se retrouver le soir pour dîner tous ensemble, pour rigoler, pour jouer, etc., etc. Quand on partait au Congo-Brazzaville, du coup de juin à août, on vivait dans la grande maison familiale avec toutes les femmes et tous les enfants de mon père. Et quand les vacances se terminaient, on rentrait en France. Mais vous voyez, chez moi, la polygamie, elle est structurelle, mais elle est aussi tellement culturelle et tellement ancrée dans l'éducation que même quand on revenait en France, en fait, on vivait toujours très fort les effets de la polygamie. Moi, je suis formellement contre la polygamie. Et on ne peut rien me dire ou rien me faire qui peut me faire changer d'avis. Mon père a épousé toutes ces femmes et a fait ce choix-là de vie parce qu'il était riche, parce qu'il avait du pouvoir, parce que sa religion lui permettait et parce qu'il en avait envie. Et donc ce choix-là d'imposer la polygamie à des femmes, mais aussi aux enfants qui sont venus, qui sont nés de ces différentes unions, vient d'une volonté profondément égoïste, basée, je pense, sur l'ego d'un homme qui peut avoir ce qu'il veut et à qui personne ne dit non. Et je rajouterais même parfois la perversité. Et vous comprendrez au fur et à mesure de l'épisode pourquoi je suis peut-être aussi dure dans mes mots et que je suis aussi catégorique, mais je suis intimement convaincue que ce choix-là, d'avoir imposé la polygamie et d'avoir élevé des enfants dans une famille polygame, a été la raison pour laquelle j'ai vécu, je pense, les plus gros traumatismes de ma vie. Et ça a aussi changé à jamais, je pense, la destinée de mes 25 demi-frères et sœurs que j'ai. Pour moi, la polygamie fait véritablement 2 victimes. Les femmes qui doivent partager le même mari et qui du coup doivent vivre des violences psychologiques et physiques terribles, mais aussi les enfants qui découlent de ces unions-là, qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans une guerre qu'ils n'ont pas choisie. Ils se retrouvent victimes et deviennent même parfois malgré eux coupables dans cette guerre d'ego qui mélange sexualité et pouvoir qu'ils n'ont pas choisi. Ceux qui la défendent, au-delà de l'argument religieux, vont te dire des choses du style « Non mais sur Terre, il y a plus de femmes que d'hommes, du coup la polygamie permet de réguler un peu le célibat chez les femmes. » Ça n'a pas de sens. Peut-être que même si c'est vrai, c'est un argument qui est tellement fragile, mais surtout qui est tellement malhonnête, parce que dans la plupart des mariages polygames que j'ai vus, mais aussi je le vois avec l'expérience de mon père quand il a épousé ses femmes, ça n'a jamais été une femme vieille, ménopausée, dans un coin, perdue, dans je sais... Non, ça a toujours été des femmes plus jeunes,
parfois et souvent même mineures ou qui sortent tout juste de la puberté. C'est jamais cette femme-là abandonnée par la société ou que sais-je, que certains aiment bien dire, comme si presque la polygamie c'était quelque chose qu'il fallait instaurer pour le bien commun. Donc je trouve que c'est un argument qui est fragile et qui est malhonnête. Pour moi, la polygamie, c'est vraiment la concentration de juste la perversité d'hommes qui se sentent tout permis dans la vie et qui en fait, pour nourrir un espèce d'ego et pour nourrir une espèce de perversité et pour nourrir, je pense aussi, quelque chose de fragile et de cassé en eux, vont vouloir, à travers le fait de pouvoir avoir différentes femmes, avoir un peu un espèce d'harem dans lequel toutes les semaines, tous les jours plutôt, pardon, ils peuvent changer de femme avec qui lundi je couche avec elle, mardi je couche avec elle, et aussi ils auront ils ont plein d'enfants qui découlent de ce mini-harem et qui deviennent du coup un peu les mini-soldats de leur mini-royaume égocentrique. Voilà ce que moi je pense ce que c'est que la polygamie en réalité. Là, on arrive dans la partie qui s'appelle ta mère et je vais vous raconter du coup tout ce que vivaient les femmes chez moi. Quand j'étais petite, ma belle-mère, qui est donc la première épouse sur 4 de mon père, nous avait raconté que mon père, quand il l'avait épousée, il lui avait juré qu'il n'épouserait que elle comme femme et qu'il n'aura jamais d'autres femmes. Et un bon jour, mon père est parti en voyage d'affaires et quand il est revenu au bout de 2-3 semaines, il est revenu avec une autre femme. Et je me souviens que ça m'avait traumatisée, cette anecdote-là, quand j'étais petite, parce que je trouve que cela représente parfaitement la manière brusque dont la polygamie arrive dans les familles. Très généralement, très souvent, c'est jamais quelque chose qui est discuté au préalable. Et en fait, c'est là où, pour moi, c'est très violent. C'est que peu nombreuses sont les femmes qui peuvent vous dire qu'elles savaient qu'elles allaient devoir vivre dans un foyer polygame. Et ça m'avait beaucoup marqué. Quand tu grandis dans une famille polygame et que tu es un enfant, eh bien, tu vois ta mère pleurer tous les jours parce que ta maman, avant d'être ta maman, elle est une femme. Et une femme qui doit accepter que sur une semaine de 7 jours, eh ben, son mari dorme avec elle pendant 2 jours et que en fait tout le reste de la semaine il dort, il couche, il embrasse avec toutes ses autres épouses. Quand tu es un enfant issu d'une famille polygame, tu vois ta mère aussi dès le moment où elle doit passer le pas de la porte, sortir de la maison, de l'appartement, revêtir ses plus beaux bijoux, ses plus beaux habits, ses plus beaux parfums, parce que elle va te dire qu'elle doit séduire son mari. La réalité, c'est que oui, elle doit séduire son mari, mais elle doit surtout faire de la concurrence aux autres femmes. Elle doit montrer aux autres femmes qu'elle est toujours au top de ce qu'elle peut être, qu'elle soit malade, qu'elle vienne d'accoucher, ou que sais-je de terrible qu'elle puisse vivre. Elle doit toujours, à partir du moment où elle peut être amenée à être en contact avec les autres épouses du mari, de mon père, elles doivent toujours être parfaites. Et ça, c'est très violent. Et ça renvoie un message aux femmes qui est presque, elles ne sont plus humains, elles deviennent des objets, elles deviennent des robots. Tu vois aussi ta mère pleurer et maigrir parce que finalement, au lieu d'être venu dormir chez vous, ton père a dû ou a décidé qu'il allait dormir plutôt chez la deuxième femme ou plutôt chez la première femme au lieu de la troisième à qui il avait promis qu'il dormirait ce soir-là de la semaine. Donc c'est très très violent. Grandir dans une famille polygame en tant qu'enfant, c'est aussi voir sa mère frôler la folie, s'arracher les cheveux. Parce que ton père a décidé qu'il allait épouser une autre femme. Et cette fois-ci, on va pas juste te demander d'accepter ce mariage-là, parce que dans tous les cas, tu n'as pas le choix, non. On va te demander de préparer la chambre des nouveaux mariés. Donc on va te donner de l'argent. On va te demander d'acheter les draps et de faire les lits sur lesquels les nouveaux mariés vont consommer, donc coucher le soir quand ils vont coucher ensemble et tout machin, etc. On te demande d'acheter les draps. On te demande aussi d'acheter les sous-vêtements que cette femme va porter pour séduire ton mari, pour séduire votre mari. Est-ce qu'on se rend compte de la violence psychologique et physique de ça? C'est tellement violent et c'est tellement méchant et c'est tellement indigne, je ne sais même pas comment qualifier ça. Et parce qu'on te demande de faire ça en plus avec le sourire, avec la joie, parce que vous voyez, c'est ça qui est assez fou dans un mariage polygame, c'est que vous êtes plusieurs femmes pour un seul même mari, mais en fait, vous devez vous considérer comme une seule et même femme. Donc, tu dois acheter les sous-vêtements les plus sexy et frotter le sol et arranger la chambre de cette nouvelle femme comme si c'était toi qui allais consommer ce mariage-là le soir venu, parce que finalement, en fait, vous avez tous un même rôle, c'est la satisfaction du mari. Et c'est hyper violent. Et
Comme la source de la polygamie, eh bien, c'est la religion, donc la volonté de Dieu, c'est là où je trouve que c'est encore plus pervers et encore plus tordu. Parce que si Dieu a permis en fait, que ton mari puisse avoir 4 femmes en même temps, alors toi, même si t'es fâché, même si t'es en colère, même si t'es triste, même si ça te dégoûte, tu dois tout accepter. Parce que c'est presque comme si accepter la polygamie, c'est accepter la volonté divine et ça te rend encore plus pieuse, encore plus religieuse, encore plus... je sais pas, je trouve ça trop dégueulasse et trop bizarre et trop méchant et trop vicieux et trop tordu. Cet exemple-là que je viens de vous donner de préparer la chambre, je trouve que c'est quelque chose qui est violent pour les femmes qui doivent faire ça, qui doivent préparer, à qui on demande de ne plus être humaine, d'être des robots et d'être là et de préparer les draps pour le mari et sa nouvelle femme. Mais c'est aussi tellement violent pour la nouvelle épouse qui est très souvent mineure, qui est jeune, qui est intimidée et qui a peur et qui voit sa sexualité, son intimité déballée comme ça au regard d'une famille qu'elle ne connaît pas. Je trouve que c'est tellement bizarre que, en fait, j'en ai des frissons même rien que d'y penser, quoi. Et un autre truc que je tiens à préciser, c'est aussi que, vous voyez, je vous l'ai dit avant, mais on vivait tous dans la même maison. Toutes les femmes, tous les enfants, les femmes de ménage, les cuisinières, etc. Tout le monde vivait dans la même maison. Je trouve que ça rend la chose encore plus violente parce que du coup, tout le monde est témoin du comportement, de l'attention ou de l'inattention que mon père a envers chacune de ces femmes. Et moi, avec mes yeux d'enfant à cette époque-là, je voyais bien quelles étaient les femmes qui se démarquaient. Il suffisait de voir parfois l'assurance avec laquelle certaines femmes traversaient le hall de l'immeuble pour savoir qu'elles étaient en ce moment dans les bonnes grâces de mon père. Il suffisait aussi juste parfois de tendre l'oreille et d'écouter les conversations des adultes pour savoir qui était la favorite du moment. Par exemple, tout le monde savait que la 3e femme de mon père, c'était la femme considérée comme la plus belle. Tout le monde savait que la 4e femme de mon père, c'est celle qui était le plus dans la religion. Tout le monde savait aussi que la première épouse, vu qu'elle est l'officielle, un peu bizarre, tout le monde a un peu peur d'elle, tout le monde savait que c'était celle à qui il ne fallait pas chercher d'époux. Genre, tu peux avoir des problèmes avec tout le monde dans cette maison, mais il ne faut pas avoir des problèmes avec la première épouse. Et tout le monde savait aussi, et c'est là où je pense que par exemple, c'est le plus humiliant, tout le monde disait que la 2e épouse de mon père était celle qu'il aimait le moins. Mais en même temps, de toutes ces femmes, on disait aussi que c'est cette femme-là qui aime le plus mon père. C'est trop bizarre, c'est trop humiliant. Il n'y a aucune intimité, il n'y a aucune limite et en fait, tout est sujet à tout le monde. Tu n'as plus ton intimité, tu peux même pas avoir tes problèmes de couple en secret, en cachet. Tout le monde sait tout ce qui se passe. Je ne préfère même pas penser à la question de la santé sexuelle. Comment ça se passe si quelqu'un a une infection, si quelqu'un a une maladie? Est-ce que tu toques à chaque étage pour prévenir que j'ai la touche qui me gratte un peu ou j'ai des pertes c'est trop bizarre et je ne veux même pas me poser la question, mais si jamais quelqu'un regarde cet épisode et connaît la réponse à ça, j'aimerais beaucoup savoir comment est-ce qu'on gère la santé sexuelle dans un mariage polygame. Et moi je trouve, peut-être que certains vont me trouver dure, mais la dynamique polygame dans laquelle j'ai grandi, pour moi, ça instaure et ça nourrit et ça consolide un climat incestueux. Et je pèse mes mots, parce qu'il est aussi coutume dans ma famille d'épouser les cousins. Donc pas le cousin germain dit non, ton cousin, le fils de ton oncle, le fils de ta tante, avec qui t'as grandi, qui vous étiez tout petit, vous avez vécu dans la même maison et puis tout le monde trouve ça normal qu'un bon jour tu te réveilles et puis en fait vous vous mariez. Et je trouve que en fait quand t'es dans une maison et que genre ton père passe d'étage en étage, de femme en femme, et qu'en fait, il y a 2 femmes, 3 femmes qui sont enceintes en même temps, etc. Du coup, tout le monde comprend que les rapports sexuels entre les différentes femmes sont très rapprochés, mais en plus de ça, tout le monde est au courant de la sexualité de tout le monde, mais en plus de ça, tu épouses ton cousin avec qui tu as grandi. Pour moi, en fait, c'est tellement un cadre incestueux que ça favorise en fait les violences sexuelles. Et je vous dis ça avec mon expérience puisque moi-même j'ai fini par être violée dans ce cadre-là par ma belle-mère qui est la première épouse de mon père. Donc je n'invente rien quand je dis que je pèse mes mots. Et je pense sincèrement que la raison pour laquelle j'ai pu être violée pendant aussi longtemps avec autant d'indifférence et autant de secrets,
c'est à cause de ce cadre-là. Je pense que la polygamie c'est pervers, bon je l'ai dit peut-être 1 milliard de fois depuis le début de cet épisode, mais je pense que c'est dégueulasse, mais je pense surtout que c'est dangereux. Je pense que le vice de la polygamie, c'est que très vite les victimes, donc ces femmes-là, deviennent aussi des bourreaux et coupables. Et je vais vous raconter l'exemple de ma maman biologique, avec qui je n'ai pas pu grandir malheureusement, ma maman chérie, mais qui m'a accouchée. Quand elle a connu mon père, elle est rentrée dans ce fameux immeuble là que je vous ai décrit, elle y est arrivée à l'âge de 11 ans. Et de base, ma maman, elle est venue dans cet immeuble-là parce que la deuxième femme de mon père, qui était enceinte et qui avait un nourrisson, avait beaucoup de difficultés et à gérer la grossesse et à s'occuper de son bambin. Et du coup, ma mère, qui avait 11 ans à cette époque-là, elle est venue pour s'occuper de l'enfant. Et puis finalement, ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé qu'on allait garder ma mère dans cette maison-là. Et du coup, ma mère, en grandissant, elle appelait mon papa tonton et elle appelait les autres femmes de mon père maman. Et un bon jour, mon père a décidé qu'il allait épouser une troisième femme. Et mon père avait déjà en tête une femme qu'il voulait épouser. Mais les deux autres femmes de mon père qu'il avait épousées à ce moment-là n'étaient pas contentes. Elles ne voulaient pas que ça se passe. Et du coup, avec quelques complots, quelques mensonges, quelques vérités déformées, etc., elles ont fait en sorte que mon père épouse ma mère, celle qui était une enfant, celle que tout le monde considérait comme une enfant de la maison. Et je vous fais l'histoire assez courte, mais finalement, mon père épouse ma mère, donc ça devient un mariage forcé. Et je suis convaincue que la raison pour laquelle les deux premières femmes de mon père ont poussé au mariage de mon père et de ma maman, c'est parce qu'à cette époque-là, quand ma mère épouse mon père, eh bien, elle a 15 ans. Et à 15 ans, on n'est pas une femme. À 15 ans, on est un enfant. Et je suis persuadée que dans le cerveau de ces femmes-là, eh ben en fait, si mon père épouse une enfant, eh bien cet enfant-là ne pourra jamais être leur rival. Cet enfant-là ne pourra jamais leur faire ressentir de la jalousie puisqu'elles connaissent cet enfant depuis qu'elle a 11 ans. Elles l'ont vu grandir, elles l'ont élevé d'une certaine façon. Et donc, c'est là où c'est vicieux. C'est que pour conserver un mariage un peu dans la paix et un mariage sans encombre, les femmes sont prêtes à faire des complots, à faire des espèces de fausses excuses pour rendre plus léger leur mariage. Et c'est ça que je trouve fou. Et donc, si la nouvelle épouse de ton mari, c'est une enfant, eh bien forcément, puisqu'il y a des écarts d'âge de 10-15 ans, eh ben, tu vas prendre l'ascendant sur cette épouse-là. Et c'est ce qui s'est passé avec ma mère. Et c'est pour ça que je suis très contente que quand elle a pu, eh ben, elle s'est enfuie de cette famille. Maintenant, passons à la deuxième partie. Et la deuxième partie, on va se focus sur les enfants. Chacune des femmes commence à faire des enfants. Et du coup, les enfants deviennent des outils. Des outils pour asseoir un pouvoir non-dit vis-à-vis des autres femmes. Parce que qu'est-ce qu'un enfant dans ce système-là, si ce n'est la preuve directe que toi et ton mari, vous avez eu à un moment donné des rapports sexuels. Et donc, avoir un enfant dans une famille polygame, ça te permet d'asseoir un pouvoir, d'asseoir une autorité sur les autres femmes, mais ça te permet aussi de pouvoir susciter la jalousie d'autres femmes ou de mettre la pression à votre mari, à ton mari. Moi, par exemple, je vous ai dit, mon père est malien et sénégalais. Et chez les Maliens, quand une femme veut divorcer de son mari, eh bien, elle peut partir de la maison, mais elle ne part jamais avec son enfant. Son enfant appartient au mari, à la famille du mari, donc l'enfant, il reste et il est élevé par soit la famille du mari, ou soit on place l'enfant dans l'une des familles d'une des épouses. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas grandi avec ma maman biologique. Et bien, je peux vous assurer que parce que j'étais l'enfant de cette autre femme qui n'est plus là. Parce que je n'avais pas ma maman à côté de moi et que mon père faisait 1 milliard de choses dans la journée, mais jamais l'attention sur son enfant qui est moi, eh bien ça a permis que je vive des violences pas possibles. Et ça a permis à certaines femmes de mon père de me traiter comme leur défouloir, notamment sa première épouse qui est celle avec qui j'ai grandi, qui elle a fini par me violer, qui a fini par me tabasser, par me maltraiter, par me faire tout type de sévices qui sont beaucoup trop même violents, je pense, pour pouvoir les raconter comme ça face caméra sans choquer ou sans mettre vraiment un -18 en bas de la vidéo. Et je ne peux pas vous dire pourquoi ma belle-mère, qui est la première épouse de mon père, m'a violée. Je peux pas vous dire pourquoi elle m'a maltraitée. Mais je pense que au-delà du fait que ce soit une femme qui soit pédocriminelle, qu'elle est folle et qu'elle ait
profondément mauvaise. Je pense aussi que à chaque fois qu'elle a pu abuser sexuellement de moi, à chaque fois qu'elle a pu me frapper ou être méchante avec moi et me traumatiser, eh bien c'est à chaque fois qu'elle a pu déverser sur moi toute la colère qu'elle a pu ressentir envers ma mère, qui à un moment donné, la pauvre, a été sa rivale. Et je pense aussi qu'en étant aussi violente et aussi mauvaise avec moi qui suis l'enfant de l'autre épouse, et je pense qu'elle a pu décharger toute la colère, la haine et les non-dits qu'il y a eu entre elle et mon père. Et c'est pour ça que je suis aussi radicale envers la polygamie. Et c'est pour ça que je ne pense que ça ne fait jamais de bien. Ce qui est intéressant aussi avec la polygamie, c'est qu'il y a un système de hiérarchie. On parle de première, deuxième, troisième, quatrième femme, et en fait c'est par ordre d'arrivée. La première femme, c'est la première épouse que mon père a épousée, la deuxième, c'est la deuxième épouse qu'il a épousée, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la hiérarchie, elle est très visible au quotidien. La première femme, par exemple, c'est celle que mon père va emmener dans les événements officiels. C'est celle que tout le monde connaît, c'est celle qui est reconnue. Mais la première femme aussi, en tant que première femme, du coup, son rôle, ça va être par exemple à chaque début de mois, mon père va lui remettre une somme d'argent et en fait, c'est à cette femme-là de départager l'argent entre toutes les femmes et tous les besoins de toutes les femmes. Et je trouve que c'est très humiliant et c'est très méchant parce que les autres femmes se retrouvent infantilisées par une femme qui est normalement censée être sur un même pied d'égalité. Et pourtant, on met quand même une femme au-dessus de toutes les autres. Imaginez une seule seconde si vous avez osé froisser la première femme. Imaginez une seule seconde si la première femme ne vous aime pas. Eh bien, ça devient quelque chose où vu que c'est elle qui a le pouvoir, puisque c'est elle qui a l'ancienneté et c'est elle qui gère un peu la maison, puisque le père, on considère que, le mari plutôt, on considère que lui, il gère les finances, l'argent, et puis c'est la première épouse qui va vraiment gérer l'harmonie dans la maison, et en fait, ça crée des non-dits, ça crée de la peur, ça crée des équipes qui se fusionnent, des femmes qui se fusionnent entre elles pour faire du mal à un tel, parce qu'en fait, machin, etc., c'est très dangereux. Mon père, il a épousé au total, je pense, tout au long de sa vie, 6 ou 7 femmes. Et de ces 6 ou 7 femmes sont venues au monde 26 ou 27 enfants. Je crois qu'on est 26 ou 27. J'ai donc 26 ou 25, je sais pas, mais j'ai donc 26 ou 25 demi-frères et sœurs. Et moi, je suis la seule que mon père a eue avec ma mère et j'ai envie de vous dire, Dieu merci, quand tu es un enfant et que tu es issu d'une famille polygame comme la mienne, tu deviens très vite le représentant de ta mère. Ça veut dire que tu portes la douleur de ta mère, tu portes sa joie, tu portes ses victoires, mais tu portes aussi sa rivalité. Mais comme tu es un enfant, tu ne peux pas être en rivalité avec les autres femmes, non. Donc tu vas t'attaquer à ceux qui ont ton âge, donc tes demi-frères et sœurs. C'est de là, je pense, que naît la jalousie, la concurrence, la méchanceté entre les demi-frères et sœurs. Imaginez, vous avez rien demandé. Vous êtes un enfant, une enfant. Vous devez porter, par loyauté, par amour, je ne sais pas, appelez ça comme vous voulez, vous devez porter la rivalité de votre mère, la colère de votre mère, la tristesse de votre mère. Vous voyez peut-être que parfois votre père est injuste envers votre mère alors qu'il est juste envers la mère des autres enfants. Et donc, pour moi, ça vient un peu semer et arroser la graine du mal dans le cœur des enfants. Je pense que si vous parlez avec mon père, il vous dira on est une seule et même famille. Mais la réalité, c'est qu'on n'a jamais été une seule et même famille. En fait, on est une famille divisée en plusieurs clans. Telle femme avec ses enfants, c'est l'équipe rouge. L'autre femme avec ses enfants, c'est l'équipe bleue. Et en fait, on cohabite tous sous le même nom de famille, mais il n'y a aucune réelle solidarité parce que malheureusement, je pense que les enfants portent beaucoup trop la rivalité de leur mère. Et donc ce qui fait que tu ne peux même pas, en toute âme et conscience, confier des secrets à ton demi-frère ou à ta demi-sœur. Parce que tu ne sais jamais ce qui sera utilisé pour nourrir une guerre entre les épouses. Et surtout, c'est une compétition constante entre celui ou celle qui va accaparer l'attention du père. Les femmes se battent pour obtenir l'amour et l'attention du mari. Et les enfants se battent pour obtenir l'amour et l'attention d'un père. Et c'est très violent et c'est aussi très dangereux. Et c'est pour ça que, en fait, parfois, tu vas voir que tel enfant va mentir sur telle épouse qui n'a rien fait. Mais l'enfant va mentir parce que du coup, ça va créer une dispute. Et dans cette dispute-là, ta mère, elle aura un argument, même s'il est faux.
elle aura un argument pour pouvoir crier sur une autre femme. Et je vous dis cet exemple-là, et cet exemple c'est vrai, parce que je me souviens qu'un jour, la belle-mère qui m'a élevée m'avait demandé de mentir au sujet de la troisième épouse, juste pour créer une dispute, juste pour faire une espèce de réunion familiale dans laquelle la pauvre troisième épouse s'est fait crier dessus, quoi, alors qu'elle n'avait vraiment rien fait. Mais à cette époque-là, tu le fais par loyauté, par amour, et en plus moi en même temps je me faisais violer, donc je le fais aussi par soumission, par je ne sais pas quoi, donc c'est très malsain, c'est très bizarre, c'est très dangereux, et ça fait partie des côtés de la polygamie qui sont pourtant très courants, mais que personne ne veut jamais aborder. Tout ça, toute cette atmosphère fait qu'il y a une ambiance de méfiance entre chacun des enfants. Du coup, quand tu es un enfant issu de la polygamie, tu n'as pas le droit à l'erreur parce que toutes tes actions peuvent potentiellement mettre en danger ta mère et tes autres frères et sœurs avec qui tu partages le même sang. Moi, quand j'étais petite, ma belle-mère, du coup, qui est la première épouse de mon père, nous a élevés avec une telle haine de ses coépouses et une telle haine des enfants de ses coépouses que ça en était effrayant. Elle a déplacé sa rivalité d'elle de son mariage et elle les a transmis à ses enfants. C'est un peu comme si on disait les autres femmes m'ont volé mon mari, du coup les autres enfants de ces femmes-là ont volé votre père. Elle nous a élevés comme ça dans la haine des autres, dans le dégoût même des autres. Je me rappelle, elle répétait sans cesse à sa fille aînée et à ses autres filles qu'elles étaient les plus belles filles de tous les enfants de mon père et de toutes les filles que mon père a eues, et c'était elles les plus belles et que les autres étaient des pâles copies d'elle. Et donc en fait c'est des discours comme ça qui sont répétés tout le temps. Et en fait, à force, tu rentres ça dans la tête d'un enfant, et bien l'enfant va finir par détester ses autres demi-frères et sœurs. Mais du coup, on était tellement méfiants des autres. Par exemple, quand moi je me suis créé mon premier compte Instagram, ou quand mes demi-frères et sœurs avec qui j'ai grandi se sont créés le compte Instagram, le premier réflexe c'était d'aller sur Instagram, Facebook ou peu importe, tu bloques tes autres demi-frères et sœurs. Pourquoi ? Parce que vous êtes tellement dans un climat de méfiance et vous avez tellement peur que du coup, tu as peur que si je poste une story sur Instagram où j'ai un crop top ou alors on voit que je bois de l'alcool ou je ne sais pas quoi, tu as peur que quelqu'un puisse faire une capture d'écran, puisse l'envoyer à sa mère et sa mère va l'envoyer à notre père. Et donc c'est ça, tu grandis un peu avec la paranoïa aussi parce que en fait tu ne sais jamais où est-ce que le coup va tomber. Et si par exemple dans un cas où, supposons, je ne bloque personne et que quelqu'un tombe sur ma photo Instagram où j'ai un crop top et un décolleté et qu'il l'envoie à mon père, et bien du coup mon père il va pas m'engueuler moi qui suis sa fille, non, il va engueuler la femme parce que c'est la femme qui élève les enfants. Et du coup la femme elle va perdre des points par rapport aux autres épouses. Elle sera une épouse moins digne. Et c'est là où c'est trop malsain. Et c'est là où je vous dis que, en fait, la rivalité, elle est déplacée vers les enfants. C'est que tu as peur, tu te méfies et tu deviens parano. C'est assez drôle d'ailleurs que je vous cite cet exemple-là de bloquer les demi-frères et sœurs sur Instagram parce que depuis que j'ai déposé plainte pour les violences incestueuses et la maltraitance que j'ai vécue quand j'étais petite, et depuis que j'ai commencé ce podcast où je vous raconte ma vie, eh bien, les demi-frères et sœurs avec qui j'ai grandi m'ont tous bloqué et tout ça, etc. Mais en plus de ça, ils continuent quand même de pister mon compte pour être à la recherche de toute information que je peux donner qui puisse me mettre en porte-à-faux. Par exemple, dans un épisode où je raconte que j'ai vécu ma première rupture amoureuse et que du coup, et que j'ai fait une IVG et je ne sais pas quoi, et bien en fait, cette vidéo-là a tout de suite été envoyée à mon père parce que tiens, regarde ce que ta fille fait. Et c'est assez fou et c'est drôlement ironique, comme quoi cette famille ne changera jamais. Je vous ai dit plus haut que moi, ma maman, elle est partie de ce mariage parce que c'était un mariage forcé et parce qu'en plus elle était maltraitée. Mais du coup, moi, j'ai ce statut de l'enfant de l'autre femme qui est partie. Et du coup, c'est un statut qui fait que pour moi, cette dynamique polygame a été triplement plus compliquée parce que je suis un enfant, parce que je suis une fille, mais en plus, ma mère est partie. Donc, comment vous dire que j'ai été à la merci de la méchanceté de certaines épouses qui me voyaient un peu comme une expansion de la rivalité qu'elles avaient envers
envers ma mère, mais aussi de la méchanceté ou des taquineries lourdes, insistantes et traumatisantes de certains enfants. Et dans mon cas, du coup, tu ne peux que pleurer l'absence et l'inattention d'un père qui regarde ailleurs. Je me souviens aussi, quand on allait au Congo, on allait m'habiller des plus beaux vêtements. On allait m'acheter des parfums, on allait m'acheter des petits bracelets, on allait m'acheter tout un tas de choses que je n'avais même pas en temps normal en France, parce que tu retournes au pays, du coup tu dois impressionner les autres, tu dois impressionner tes demi-frères et sœurs, tu dois impressionner les autres femmes, tu dois montrer que vous en tant qu'enfant, vous êtes les mieux éduqués, les plus polis, les plus stylés, les plus beaux, ceux qui s'expriment d'un français qui est clair et limpide par rapport aux autres. Et tout ça toujours dans un optique, dans un but de séparation. Et du coup tu n'appartiens vraiment à personne. Je me souviens aussi qu'en 2006, on était en France à ce moment-là, et la troisième femme de mon père, celle que je vous disais tout à l'heure que tout le monde disait que c'était la plus belle, était venue passer quelques jours en France. Elle voulait visiter la France. Et du coup, elle est venue habiter dans la maison de la première femme de mon père, donc sa coépouse. Et la troisième femme de mon père, elle a de très longs cheveux, elle est très très belle, elle ressemble vraiment à une princesse, en tout cas c'est ce que je pensais quand j'étais petite. Et un jour, cette femme, elle se coiffe devant le miroir et elle se brosse les cheveux. Et je la regarde avec admiration. Elle ressemble à une princesse, elle est trop belle, elle sent bon, elle a une voix douce. Bref, je la regarde comme une petite fille de 6 ans regarde une femme qu'elle trouve incroyable. Et là, il y a ma belle-mère, donc la première épouse, qui arrive dans la salle de bain, qui me pince comme ça par la taille, qui me sort de la salle de bain, elle m'emmène dans ma chambre et elle me crie dessus. Et elle me dit, tu la regardes comme ça, tu la complimentes comme ça, qu'est-ce que tu veux lui montrer? Tu veux lui montrer que elle c'est la plus belle? Que elle a trop réussi? Tu n'as pas le droit de la regarder comme ça, tu n'as pas le droit d'être proche comme ça d'elle. Et à ce moment-là, j'avais très mal parce qu'on m'avait pincée, mais aussi j'ai eu l'impression d'avoir manqué de loyauté envers ma belle-mère, envers celle qui m'élève, et je m'en suis beaucoup voulu. Et à partir de ce moment-là, cette femme-là, je me souviens que je me suis forcée de la détester. Je me suis forcée de ne pas lui parler, je me suis forcée, vous voyez, dans ma famille, c'est très impoli quand on a un adulte face à soi, de l'appeler par son prénom. Par exemple, moi c'est Aïcha, si je suis une adulte, on me dit maman Aïcha. Et on n'avait pas le droit de dire maman untel. On l'appelait juste par son prénom. Et ça peut paraître anodin là en France parce que c'est normal, mais dans ma culture, c'est très impoli. Et on avait interdiction de dire maman untel. Il fallait l'appeler par son prénom, il fallait montrer le mépris, il fallait montrer qu'elle n'est pas notre mère. Et tout ça, ça fait partie du fardeau que les enfants malheureusement souvent doivent porter quand ils sont issus d'une famille polygame. J'ai précisé plus haut dans cet épisode que pour moi la polygamie fait 2 victimes, les femmes et les enfants. Et du coup pour moi la victime suprême de cette dynamique familiale là, c'est l'enfant qui est une fille. Petite parenthèse, mais l'enfant qui est une fille et qui est l'enfant de l'autre, genre moi, alors ça peut-être que c'est la victime de l'univers, mais en tout cas pour moi l'enfant qui est une fille est la victime suprême. Parce que quand tu grandis dans une famille polygame comme ça, où tu vois ta maman et les différentes mamans de tes demi-frères et sœurs perdre leur éclat, perdre leur beauté, perdre leur jeunesse, perdre leur joie de vivre, pour satisfaire un homme, pour avoir les bonnes faveurs, pour avoir l'air d'être la plus belle, la plus forte, la plus machin, la plus ci, la plus ça, eh bien, je suis persuadée qu'en tant que femme, ça t'apprend que, en fait, tu mérites rien. Tu mérites tout ce qui découle de la souffrance. Tu mérites tout ce qui fait mal et surtout, tu ne te choisis jamais. Ça déforme ta manière de voir la vie. Ça déforme ta manière de te voir et ça déforme ta manière de voir les autres. Et en tant que femme, ça te fait grandir avec une extrême méfiance des autres femmes, ça te fait grandir avec une extrême méfiance des hommes. Tu grandis en ayant l'impression que de toute façon, tout ce qui arrive dans ta vie, tu dois l'obtenir par la souffrance. Puisque nos mères se sont mariées dans la souffrance, elles ont eu des enfants dans la souffrance, elles se sont épanouie dans la souffrance, etc. et etc. Et je vous dis ça, et je me base seulement sur mon expérience, mais mes demi-frères et sœurs, mes 26-27 demi-frères et sœurs, je pense que le constat est unanime. Tous les enfants de ces mariages ont souffert de la polygamie à un moment donné. Par contre, là où je mets une distinction, c'est que les garçons, vient le moment où ils deviennent des hommes et où ils comprennent que du coup, la polygamie, finalement, c'est en leur faveur. Puisque ça leur permet de pouvoir nourrir leur perversité
en ayant 5 femmes à se partager dans la semaine, nourrir leur ego et nourrir des côtés vraiment fucked up dans leur personne. Et les hommes se rendent compte que finalement la polygamie est un outil dont seulement eux seuls peuvent en jouir. Tandis que pour nous les filles, c'est beaucoup plus compliqué. Malheureusement, heureusement, on n'a pas tous les mêmes mamans. Et il y a certaines mamans qui, par loyauté pour leur mari ou par habitude, ou juste parce qu'en fait elles ont grandi dans ça, elles vont apprendre à leurs filles que c'est la normalité. Et du coup, il y a certaines filles, donc j'ai certaines de mes demi-sœurs, je pense, qui par loyauté un peu bizarre pour leur mère, ou juste par conditionnement, parce qu'on ne leur a jamais appris et elles n'ont jamais vu de leurs yeux qu'elles pouvaient aspirer à une vie différente de celle qu'on a connue quand on était enfant, vont reproduire ce schéma-là. Donc soit tu reproduis ce schéma-là, soit finalement le fait simplement d'être une femme devient quelque chose que tu vas détester, ta condition de femme devient quelque chose que tu détestes, ta féminité devient quelque chose qui te pèse, qui devient un poids à tes rêves, à tes envies et à ta voix, parce que tu dois te taire. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense qu'il existe certaines femmes qui vont être pour la polygamie et qui vont en faire la promotion. Il y en a certaines, c'est parce qu'elles sont un peu bébêtes, je pense. Il y en a d'autres, c'est parce que malheureusement, le conditionnement. En fait, quand ta mère a fait ça, ta tante a fait ça, ta grand-mère a fait ça, ton arrière-grand-mère a fait ça, c'est pas toi aujourd'hui qui va venir casser les codes selon ce qu'on leur a dit. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres femmes aussi qui soutiennent la polygamie parce qu'elles veulent être des bourreaux. Parce que quand tu grandis dans un pays, dans une culture, dans une famille où tout est fait pour que tu te taises, pour que tu continues de perpétrer des traditions et des cultures familiales, où on te demande de vivre pour la communauté et pas pour toi, quand tu te rends compte que finalement ton statut de victime est beaucoup trop ancré en toi, pour mieux dormir la nuit, tu es obligé de switcher un mode dans ton cerveau et de passer de victime à bourreau. Comme ça, dans ta tête, tu as l'impression que finalement, ta vie, tu l'as choisie et personne ne te l'a imposée. Et du coup, en imposant encore à d'autres filles dans les générations suivantes, etc., ce même choix-là de subir la polygamie ou de vivre dans la polygamie, ça te permet à toi de rester dans un certain confort mental. Parce que je pense que quand tu es victime de quelque chose et que tu te tais et que tu ne fais rien et que tu l'acceptes, si en face de toi, une personne qui a conscience de ça, va le dénoncer, va en parler, va refuser, ça va venir te déranger, consciemment ou inconsciemment, parce que ça va te rappeler que finalement c'est une situation qui n'est soit pas normale, ou soit finalement c'est vrai que j'aurais voulu que ce soit autrement pour moi. Et donc pour que ça ne se fasse pas, je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui vont venir soutenir la polygamie et qui vont vouloir insister pour que leurs filles vivent dans des familles polygames ou qui ne vont jamais se lever pour leurs filles parce qu'elles sont dans un espèce de confort mental beaucoup plus important que le bonheur de leurs filles. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode et du coup, pour finir, je voulais vous dire qu'en 2024, j'ai retrouvé ma maman biologique. Et du coup, je suis partie au Congo, à Brazzaville, en 2024 pour aller rencontrer ma grand-mère. Donc, comme je suis partie au Congo-Brazzaville, je suis allée dans ce fameux immeuble où j'ai retrouvé certaines femmes de mon père et où j'ai retrouvé des demi-frères et sœurs. Le constat était unanime. On a tous souffert en tant qu'enfants de cette distance qui s'est créée malgré nous parce que nos mamans ont été des rivales. Et je me suis beaucoup rapprochée notamment d'une de mes petites sœurs que j'aime de tout mon cœur et que j'apprécie et qui m'impressionne par sa force, par sa détermination, par son franc-parler. Et je suis très contente parce que finalement, ça me conforte encore plus dans l'idée que en fait on n'était que des enfants et qu'on n'avait pas d'autre rôle à avoir à part de s'amuser et de se considérer comme des frères et sœurs, mais que malheureusement on a été séparés et on a porté le poids de la rivalité de nos mères, de nos belles-mères, de l'emprise, pour moi en tout cas dans mon cas, et que c'est ce qui nous a séparés et je suis contente aujourd'hui à 25 ans, grande, de pouvoir un peu créer ma propre machine à remonter le temps et de venir récupérer ce que j'ai à récupérer de
tout ça. On arrive à la fin de cet épisode et pour la fin de cet épisode, je voulais vous lister très rapidement les effets, les conséquences que ça a eu sur moi en tant que jeune fille de 25 ans, le fait d'avoir grandi dans une famille polygame. Je dirais que la première conséquence, c'est que ça a joué sur le style des garçons que j'aime. Vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais ça a vraiment joué sur le style de garçon que j'aime et qui m'attire. Ça m'a tellement traumatisée de voir tout ce que je vous ai raconté avant que, j'ai pas de style de garçon particulier, genre je peux pas vous dire moi mon style c'est les je sais pas quoi, les je sais pas quoi, les je sais pas quoi. Non, je sais que, a priori, en principe, j'aime bien les garçons qui sont grands de taille, mais j'ai pas de style physique ou quoi que ce soit. Je me suis rendu compte en faisant cet épisode que tous les garçons que j'ai aimés ont un point commun, c'est qu'ils sont absolument l'opposé de mon père. Et je pense que le fait d'avoir grandi dans une famille aussi fucked up, et en ayant grandi aussi avec beaucoup de colère contre mon père, je pense que ça a joué, que ça a déterminé le style des garçons que j'aime. Je pense que quand j'avais genre 15 ans, si vous me disiez Aïcha, quand tu seras grande, tu vas épouser un Malien ou un Sénégalais, je pense que je pouvais pleurer. Parce que pour moi, dans ma tête, Malien ou Sénégalais, c'est genre mon père. Si c'est mon père, ça veut dire que c'est la polygamie, mais c'est aussi les histoires dans lesquelles j'ai grandi, c'est les mensonges, c'est la vulnérabilité, c'est la tristesse, donc impossible. Je pense que vraiment, ça a joué sur le style de garçon que j'aime. Bref. La deuxième conséquence que ça a eu sur moi, c'est qu'aujourd'hui que je raconte mon histoire, que j'ai déposé plainte, que je suis à l'aise avec mon histoire et celle que je suis, j'ai une manière de vivre ma féminité qui est encore plus décuplée. J'ai cette envie, je vis vraiment pour la vérité et pour les discussions. Et c'est pour ça que j'ai créé mon podcast, parce que je parle toute seule, mais je me libère, c'est très thérapeutique. Et je pense que du coup, les conséquences que ça a eu, c'est que vraiment j'ai une espèce d'émancipation, j'ai vraiment un je m'en foutisme plutôt du regard des autres, parfois pas tout le temps, je reste quand même une petite meuf de 25 ans qui est un peu perdue dans la vie, mais j'ai un je m'en foutisme en tout cas par rapport à ma famille, c'est plus ça en fait, et le fait de vivre ma vie et ma féminité comme je l'ai envie, c'est me faire des piercings si j'en ai envie, me faire un tatouage si j'en ai envie, c'est de parler, de faire mon podcast, de raconter la vérité, de raconter mon histoire, de raconter ma vie, de raconter mes expériences amoureuses, de raconter ce que je ressens, que ce soit politiquement ou pas politiquement correct par rapport à ma famille conservatrice, malienne, etc. C'est vraiment juste de vivre comme je le peux. Et ça me ramène aussi à la troisième conséquence, c'est que ma maman biologique, elle a tellement souffert, elle est restée très peu de temps dans ce mariage, mais elle a tellement souffert et elle porte encore tellement aujourd'hui physiquement et psychologiquement les séquelles de ce mariage, les séquelles de la polygamie, que quelque part, j'ai l'impression que je vis pour moi, Aïcha de 25 ans. Mais à chaque fois que j'ai une réussite, à chaque fois que je fais quelque chose dont j'ai envie, j'ai un peu l'impression j'ai un peu la volonté de vouloir soigner ma maman, entre guillemets. Ma maman, on lui a privé de parole. Elle n'a pas pu parler. Du coup, moi, je fais mon podcast. Parce que moi aussi, on m'a interdit de parler. Mais du coup, moi, je fais mon podcast et je raconte ce que j'ai envie. Ma maman, elle n'a pas pu, à 15 ans, 16 ans, 17 ans, bref, dans l'adolescence, vivre des histoires d'amour, rigoler avec ses copines, faire tout un tas d'expériences. Moi, du coup, je fais tout un tas d'expériences. Je tombe amoureuse, je rigole, je sors avec mes copines, je fais la fête. Ma maman, on lui a tellement interdit de suivre ses ambitions, puisqu'elle a dû être mariée de force, puis elle est tombée enceinte et après elle était tellement traumatisée et tout ça, elle s'est battue, elle a fait sa vie, mais les choses auraient pu être tellement différentes pour elle que du coup moi ça me pousse encore plus à vivre en étant alignée avec l'ambition que je veux pour moi, parce que je veux être fière de moi et je veux que ma maman soit fière de moi et je veux qu'elle se dise moi ma fille, moi j'ai pas pu faire ça, mais quand je vois ma fille aussi épanouie, aussi belle, aussi contente, j'ai tout réussi, même si ça ne changera jamais ce qu'elle a pu vivre dans le passé, quelque part, plus je vis, plus je fais des choses et plus j'ai l'impression de rendre justice à ma mère. C'est ça, voilà, rendre justice à ma mère. Et attention, parce que ça a aussi un peu ses mauvais côtés, parce que là, je vous le dis, c'est très mignon, c'est très joli, mais ça a des mauvais côtés parce que si les choses ne se passent pas comme je veux, si, j'ai postulé à tel endroit, on m'a pas prise, ou alors je suis un peu mal en ce moment, etc., j'ai l'impression que du coup, je n'avance pas et que je recule et que finalement, je ne fais pas grand-chose de différent de ma mère et du coup il n'y a personne pour couper cette espèce de truc karmique familial qui est chiant. Donc ça me
c'est un double poids, double mesure qui est assez compliqué et qu'il faut que j'apprenne aussi à gérer. Une autre conséquence de la polygamie, je pense que c'est aussi l'hypersexualisation. Le facteur religieux et le facteur culturel. Donc il y a énormément de tabous dans ma famille. On ne parle jamais, on ne dit rien, tu te contentes de tout ressentir pour toi et de développer des ulcères à 25 ans comme tout le monde, quoi. On ne parle jamais de sexualité, encore moins de sexualité. Et je pense que l'une des conséquences de la polygamie, ça a été l'hypersexualisation. Parce que du coup, quand j'étais petite, vous savez, il y avait certaines femmes qui venaient avec des valises dans l'immeuble. Et ces valises, elles étaient noires, elles étaient grosses. Et puis c'est plus tard que j'ai appris qu'en fait, dans ces valises que ces vieilles femmes transportaient, il y avait souvent des objets, des choses à caractère sexuel, pour pimenter la vie intime des femmes avec mon père. Et du coup, je me souviens qu'il y avait une femme qui faisait un étage, et puis après, elle allait au deuxième, elle allait au troisième, elle allait au quatrième. Et c'était anodin, ça m'a toujours marqué cette image, mais en faisant cet épisode, je me suis rendu compte que déjà, depuis que je suis petite, j'ai intégré le fait qu'en tant que femme, il faut que tu sois dans l'hyper-performance quand la nuit tombe et que tu es avec ton mec, ton mari, bref. Et que la seule chose qui peut te différencier des autres meufs, en fait, c'est la capacité avec laquelle, sexuellement, tu seras dans la performance. Et du coup, quand je faisais cet épisode, ça m'a poussée à me demander pourquoi est-ce que, par exemple, je faisais dans mon intimité, dans ma vie sexuelle, pourquoi je faisais certaines choses. Est-ce que, à chaque fois, j'ai toujours tout fait parce que j'en avais envie, ou est-ce qu'il y a des moments où j'ai voulu faire des choses parce que je voulais prouver, parce que je voulais être dans la compétition, mais dans la compétition par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à... C'est trop bizarre. Et du coup, ça me fait poser cette question et je suis encore en réflexion. Pour l'instant, la réponse, c'est non. Mais je prends 5 minutes et je vais réfléchir à cette question. Voilà, c'est les choses, les conséquences qui me sont venues assez vite dans l'esprit. Ah oui, je dirais aussi que les conséquences de ça, c'est que j'ai une vision de la famille très déformée. Et cette vision-là, je la soigne parce que j'ai retrouvé ma maman. Ma maman, elle a refait sa vie, elle est mariée, elle a des enfants et ils sont tellement sains, on dirait les familles que je voyais à la télé et dont je rêvais. Donc du coup, ça soigne un peu mon rapport à la famille, mais aussi avec mes amis, la famille de mes amis qui m'accueillent et qui me considèrent comme leurs enfants. Donc ça soigne un peu cette image-là de la famille que j'ai. Mais c'est vrai que j'ai une vision très déformée de la famille. J'ai toujours très peur de la trahison, j'ai toujours très peur des autres et tout ça. Donc c'est assez particulier. En tout cas, voilà les bons copains, c'est la fin de cet épisode, je suis trop contente. Merci de me soutenir, merci pour vos commentaires et pour vos retours. Vous savez, le mois dernier, j'ai rencontré au hasard dans Paris, quand j'étais en terrasse, que je buvais des verres avec des copines et tout ça, 4 personnes différentes qui sont venues m'interpeller pour me dire que elles m'avaient reconnue par rapport à mon podcast et qu'elles s'identifiaient beaucoup à ma vie. Et ça m'a beaucoup touchée, j'ai pleuré devant les 4 personnes parce que j'étais très émue. Vous savez, ça me coûte de faire ce podcast parce qu'il n'y a pas un jour, il n'y a pas une fois dès que je poste un épisode, j'ai toujours cette appréhension-là de recevoir une notification WhatsApp de mon père parce que certains de mes frères vont lui envoyer, parce qu'on va trouver que je suis impudique, que on va même parfois remettre en cause mon statut de victime d'inceste parce que je devrais être la victime parfaite selon eux et m'adapter à cette famille. Mais non, moi je parle, je dis les choses, je n'ai pas de tabou, on dirait que je n'ai pas de honte et tout ça. Donc il n'y a pas... À chaque épisode un peu deep comme celui-ci, je récupère toujours les foudres de ma famille. Mais je continue quand même parce que c'est ce que j'aime, parce que c'est ce qui me passionne et parce que des retours que j'ai de vous, je comprends que ça en aide plus d'un. Et que du coup, vous êtes nombreux à ne plus vous sentir fou ou folle parce que moi, je suis la folle qui expose peut-être ces choses-là qu'on n'ose pas dire. Donc, je voulais vous remercier et je vous fais plein de gros bisous.